Bienvenue à nouveau dans ce webinaire consacré à la mise en œuvre de la SORA. On traitera en fait à la fois de la SORA en tant qu'évaluation des risques, mais également de la demande d'autorisation d'exploitation, qui est le processus que doit suivre tout exploitant lorsqu'il souhaite faire une opération un peu plus complexe que la catégorie ouverte ou les scénarios standards. Donc, les objectifs de ce webinaire sont d'abord de rappeler les grands principes de la catégorie spécifique et de cette méthode d'évaluation des risques qui est la SORA. Présenter donc les étapes d'une demande d'autorisation d'exploitation et donc en particulier expliciter les attendus de la DSAC pour chaque étape de la SORA. Et enfin, en fin de webinaire, répondre aux questions en lien avec la SORA. À nouveau, le Slido est ouvert et donc vous pouvez vous pouvez poser vos questions ou voter pour les questions qui vous intéressent. Alors, petit rappel général de la réglementation européenne, nous avons trois catégories d'exploitation qui sont basées sur le niveau de risque des opérations. Donc, petit rappel, pour la catégorie ouverte, nous sommes sur des opérations à faible risque, un processus qui est essentiellement déclaratif au sens où vous achetez un drone avec mention de classe, vous faites une formation, vous suivez les conditions opérationnelles et vous pouvez d'emblée entamer votre activité. À l'autre extrémité du spectre, nous avons la catégorie certifiée, dont la réglementation est toujours en cours de définition, qui correspond à des opérations à risque très fort, comme du transport de passagers, du vol de drones lourds en ville, ou du transport de marchandises dangereuses. Donc là, on tombe sur un processus un peu classique avec la certification du drone, la certification de l'exploitant, des licences de formation de télépilote. Et puis, au milieu, nous avons la catégorie spécifique avec toute une part qui est couverte par des scénarios standards déclaratifs, un peu comme dans la réglementation nationale. Donc, ces scénarios qui vont rentrer en application à compter du 1er janvier 2024. Mais dès lors que vous sortez, que l'exploitation sort du cadre des scénarios standards déclaratifs ou de la catégorie ouverte, il est nécessaire de demander une autorisation d'exploitation à la DSAC si vous êtes un exploitant enregistré en France. Et pour demander cette autorisation d'exploitation, il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques qui s'appelle donc la SORA, qui fait l'objet de ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit, en catégorie spécifique, nous retrouvons tout ce qui ne relève pas de la catégorie ouverte ou certifiée. Et nous avons trois modes d'opération en catégorie spécifique. Le régime déclaratif, qui dans l'esprit ressemble beaucoup à la catégorie ouverte, avec un cadre d'exploitation, des drones marqués CE, une formation qui là pour le coup est plutôt en centre d'examen. Et des scénarios standards donc, qui sont définis dans un cadre européen ou pour le moment encore dans un cadre national. La délivrance d'une autorisation d'exploitation qui va être le cœur du sujet aujourd'hui et un sujet dont on ne va pas trop parler qui est le certificat allégé d'exploitant d'UAS pour les exploitants qui ont atteint un certain niveau de maturité et qui ont un grand nombre d'opérations à mener et beaucoup de variétés en fait sur les opérations qui sont à mener. Le luxe, c'est quelque chose qui est exigeant, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément adapté à tous les exploitants. Pourquoi? Parce que ça nécessite de mettre en œuvre un système de management de la sécurité et donc ça s'appuie essentiellement sur la responsabilité de l'exploitant à appliquer seul, à définir sa propre doctrine et à appliquer seul la réglementation.
En revanche, ça autorise aucune dérogation par rapport à la réglementation applicable. C'est juste que l'exploitant se saisit lui-même de son étude de sécurité lorsqu'il souhaite mener de nouveaux types d'opérations. Alors, un focus maintenant sur l'autorisation d'exploitation et la SORA. Donc, la SORA, l'acronyme signifie Specific Operations Risk Assessment. Donc, c'est une méthode d'évaluation des risques pour des opérations complexes ou atypiques. C'est effectivement un processus qui est complexe à appréhender. Mais on peut s'en passer. Déjà, on peut s'en passer lorsqu'on souhaite opérer en catégorie ouverte ou en scénario standard. Et on peut aussi simplifier le processus en s'appuyant sur des PDRA, donc Predefined Risk Assessment, qui sont en fait des cadres opérationnels définis à l'avance. Alors un PDRA ne vous affranchit pas de demander une autorisation d'exploitation à la DSAC. En revanche, en respectant le cadre opérationnel et les exigences techniques et opérationnelles, qui sont définis dans le PDRA, vous pouvez vous affranchir de la première partie de la SORA, qui est toute l'évaluation des risques avec le risque sol, le risque air que l'on va voir tout à l'heure. Donc tout PDRA s'appuie implicitement sur une SORA. En fait, tout PDRA s'appuie sur une SORA qui a été réalisée à l'avance. Mais recourir à un PDRA, ça nécessite une certaine rigueur et une connaissance approfondie de ses propres opérations, en particulier de l'aéronef utilisé, puisque beaucoup de PDRA définissent des exigences techniques sur les aéronefs, notamment les PDRA-S qui sont des clones des scénarios standards européens. Dans cette présentation, on ne va pas décrire l'ensemble des PDRA, mais je vous invite à vous référer au guide de mise en œuvre de la SORA, dont on donnera le lien à la fin de la présentation. Vous trouverez une description des PDRA qui ont été publiés jusqu'à maintenant. Alors maintenant, je vais passer la parole à Mélanie pour vous décrire le processus de demande d'autorisation d'exploitation. Tout à fait. Alors, on vous a fait une liste sur cette slide de quelques documents. En effet, comme on le présentait au début, la SORA, c'est une approche qui est assez technique et qu'il faut savoir appréhender. Donc, avant de passer à la rédaction de la SORA, on vous recommande quelques lectures ou alors quelques éléments qui peuvent vous aider. À commencer, donc, Nicolas l'évoquait à l'instant, par la lecture des guides des SAC et de mise en œuvre de la SORA. Ces guides sont disponibles sur le site du ministère de la Transition écologique et donc a été rédigé au niveau de la DSAC. Ils ont pour but de vulgariser la réglementation en vigueur et pour la SORA de vulgariser donc la méthode qui est décrite dans les règlements européens. La traduction originale de ces textes, vous pouvez la retrouver dans les Easy Access Rules, qui sont sur les pages UAS du site de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne. Nous vous recommandons aussi, si c'est peut-être votre première SORA, de passer par une société spécialisée ou alors par des fédérations professionnelles. Vous retrouvez des personnes qui se sont déjà frottées à la SORA et qui peuvent vous aider dans l'élaboration de votre dossier. Ces éléments vont vous permettre donc de finaliser une première ébauche de CONOPS et de SORA. Si jamais à la première écriture de ce CONOPS ou de cette SORA, il y a toujours des zones d'ombre ou alors des incertitudes assez dimensionnantes pour le dossier, une rencontre est possible avec nos services en fonction de nos disponibilités. La demande se fait par la boîte fonctionnelle DSAC autorisation drone BF et on pourra éventuellement convenir d'un rendez-vous. Un prérequis aussi au dépôt de son dossier auprès de la DSAC, c'est la création d'un compte Meteor. Meteor, c'est une plateforme qui est utilisée par la DSAC, pas seulement dans le domaine drone, aussi dans d'autres domaines, et qui permet en fait de dématérialiser toutes ces demandes, de téléverser tous les documents qui sont nécessaires à l'instruction du dossier.
Si vous n'avez pas de compte Météor parce que vous n'avez pas fait l'objet de surveillance par la DSAC ou alors que vous n'avez jamais été amené à déposer un dossier pour le moment, encore une fois, vous pouvez nous écrire à la boîte fonctionnelle et on se chargera de vous envoyer une notification de mot de passe via Météor. Ensuite, pour ce qui est du dépôt du dossier, on vous a fait une liste de pièces non exhaustive qui constitue pour nous un dossier complet. Donc cette liste, voilà, on peut rajouter d'autres documents, mais il faut quand même à minima ces éléments-là, à commencer par le formulaire de demande d'autorisation d'exploitation. C'est une sorte de résumé de votre SORA et c'est la première chose qu'on ouvre et ça nous apporte énormément d'informations, ne serait-ce que sur le type d'opération envisagée et sur la date d'opération prévue, le drone utilisé. Ensuite, le CONOPS, le MANEX, qui va décrire plus en détail l'opération que vous envisagez et vos procédures. Le dossier technique du drone, incluant la maintenance. Votre SORA, ainsi que la conformité aux OSO, donc qui va être le cœur du dossier, c'est vraiment voilà, votre analyse des risques concernant l'opération envisagée. Nicolas évoquait les PDRA à l'instant. Si vous utilisez un PDRA, ce sera donc la matrice de conformité au PDRA qui sera envoyée à la place de la SORA. Ensuite, un fichier KML avec l'ensemble de vos volumes de vol. On y reviendra par la suite pour voir où concrètement vous voulez voler, ainsi que les éléments relatifs à la situation aérienne, si vous êtes dans un espace aérien à caractère particulier, des éventuels protocoles d'accords que vous pouvez avoir à établir avec les gestionnaires. Un plan d'intervention d'urgence dans la réglementation, il s'appelle Emergency Response Plan, et on l'appelle plus communément l'ERP. Et les éventuelles demandes de dérogation donc liées à l'arrêté espace ou de manifestation aérienne liées à l'arrêté manifestation aérienne. Enfin, on recommande que l'ensemble de ces éléments-là soient listés dans un plan documentaire pour qu'on ait la liste précise des pièces, pour être sûr déjà qu'on a bien tous les éléments, et avec un résumé de ce qu'on peut trouver dans chaque document. Ensuite, comment se passe concrètement l'instruction de votre dossier une fois qu'il est récupéré par la DSAC. Donc nous, on reçoit une notification quand vous déposez votre dossier sur Météor. On fait un premier examen de votre demande sous quinzaine. Le but, c'est pas de faire une revue précise, j'allais dire détaillée, de votre demande, c'est de détecter les obstacles principaux, les points bloquants qui empêcheront l'aboutissement rapide de votre demande. À l'issue donc de cette préanalyse, on formule donc ces obstacles et on vous les transmet. C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire si concrètement on accepte de traiter le dossier ou si le dossier est trop pauvre en argumentaire ou s'il nous manque trop d'éléments et auquel cas on rejettera à ce moment-là la demande. Si jamais donc vous avez présenté les bonnes pièces et que point bloquant remonté ou pas, on poursuit la demande d'instruction. Le processus est itératif, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions, vous allez y répondre, et ce jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout de commentaires ou de questions, et que vous avez apporté toutes les réponses nécessaires dont on a besoin pour l'instruction du dossier. Donc la tenue des délais dépend grandement de la diligence du demandeur et la mise en stand-by si on n'a pas de réponse sous un mois. Cela, pour vous expliquer un petit peu comment on priorise les dossiers, on les traite par ordre d'arrivée. Et on compte sur l'exploitant, sur la réactivité de l'exploitant pour répondre à nos questions. Si jamais, au bout d'un mois, on a formulé des commentaires et qu'on n'a aucun retour de la part de l'exploitant, on se permet de mettre le dossier en stand-by, c'est-à-dire le mettre de côté. Ensuite, quelques recommandations pour éventuellement accélérer ce processus de traitement des demandes d'autorisation d'exploitation. Pour des opérations récurrentes, on peut envisager une documentation générique, c'est-à-dire une SORA, un MANEX, un CONOPS qui décrit un cadre fixe dans lequel les opérations sont menées.
La documentation générique est conservée par nos services et l'exploitant se contente de nous envoyer des fiches mission quand il effectue une demande qui résume en fait les conditions locales de l'opération envisagée et qui fait l'objet de la présente demande. Si vous avez plusieurs types d'opérations, que vous ne vous cantonnez pas à un seul type d'activité, on peut envisager plusieurs documentations génériques. Et dans ce cas-là, dans la fiche mission, il faudra décliner dans quel cas d'opération on se place. Alors, le périmètre couvert par une autorisation dépend grandement donc déjà du niveau de risque de l'opération, des mesures d'atténuation mises en place et de la capacité de l'exploitant à définir et appliquer sa propre doctrine. Ainsi, pour les premières opérations, on préfère partir sur une autorisation individuelle, c'est-à-dire pour une date précise sur un lieu précis, avec ou sans documentation générique, encore une fois. Ce pour permettre d'appréhender la manière de fonctionner de l'exploitant et de pouvoir juger des méthodes d'atténuation qu'il a proposées, qu'on détaillera un petit peu plus par la suite. Si vous envisagez des opérations récurrentes sur différents sites, un peu sur le modèle, comme j'expliquais tout à l'heure, documentation plus fiche mission, on peut partir donc sur des autorisations individuelles, c'est-à-dire avec un dépôt de dossier, mais avec comme j'ai expliqué tout à l'heure, une fiche mission à chaque fois. Dans ces cas-là, on partirait on recommande plutôt un mois de préavis avant le début des opérations pour déposer le dossier. Ça nous permet d'avoir suffisamment de temps pour instruire la demande. Sur proposition de la DSAC, et si on juge que de la capacité de l'exploitant, justement, comme je disais, à définir et appliquer sa propre doctrine, on peut envisager de partir sur une autorisation générique, et auquel cas, on demandera simplement à l'exploitant de nous envoyer une fiche mission pour notification 72 heures avant l'opération. Et enfin, si l'exploitant arrive à nous démontrer sa capacité à appliquer son analyse des risques au travers de son système de gestion de la sécurité, et aussi parce qu'il envisage des opérations avec des risques un peu plus élevés et avec peut-être aussi des mesures d'atténuation qui sont difficilement reproductibles, on peut partir donc sur le LUC. Mais ça, comme Nicole l'expliquait tout à l'heure, c'est plutôt pour des exploitants qui ont un niveau de maturité très avancé. Merci Mélanie pour ces éléments concernant la demande d'autorisation d'exploitation. Et maintenant, nous allons présenter les grands principes de la SORA. Donc, la SORA est une méthode d'évaluation des risques qui a été développée dans le cadre de JARUS. JARUS est un groupement d'autorités internationales qui se sont réunis pour définir des recommandations pour l'usage des drones légers, moyens, voire de la catégorie certifiée. JARUS a déjà développé plusieurs versions de la SORA. Celle qui apparaît dans les moyens acceptables de conformité de l'EASA, c'est la deuxième version, et donc c'est celle-là qu'on utilise couramment aujourd'hui et depuis fin 2018. Et c'est donc ce numéro de version qu'il convient de faire apparaître dans le formulaire de demande. Donc la SORA a été intégralement reprise par l'AESA en AMC et en Guidance Material à l'article 11 du règlement 947. Vous pourrez le trouver dans les Easy Access Rules de l'EASA à partir de la page 34. En ce moment, une nouvelle version de la SORA est en cours de développement pour essayer d'améliorer en fait la version existante et de corriger un certain nombre d'incertitudes, voire de bugs de la SORA actuelle. Et donc une nouvelle version et de nouvelles annexes sont en cours de consultation pour le moment interne au sein de JARUS. La consultation publique est attendue en fin d'année et une fois cette version adoptée au sein de JARUS, elle sera adaptée puis intégrée par l'AESA en AMC à partir de 2023, plus probablement au deuxième semestre 2023.
La SORA essaye d'adresser trois grandes familles de risques. La première, c'est le risque pour les tiers au sol, c'est-à-dire le risque que représente le drone s'il chute sur des personnes au sol. Le deuxième risque, c'est le risque R, qui est le risque pour les autres usagers de l'espace aérien, à savoir le risque de collision avec d'autres usagers. Et enfin, le troisième risque, qui est un peu lié aux deux autres, c'est le risque d'échapper de l'aéronef dans les zones adjacentes à celle de l'opération, puisque très souvent, une échappée du drone peut se traduire soit par un crash du drone et donc représenter un risque pour les personnes au sol, soit par une entrée dans des zones dans lesquelles il y a un fort trafic et donc un risque de collision avec un autre aéronef. La SORA est composée d'un corpus principal qu'on appelle couramment la main body, qui correspond aux 10 étapes générales de la SORA qu'on vous présentera tout à l'heure, et un certain nombre d'annexes qu'on ne va pas rappeler ici, donc de A à H pour décrire et approfondir les étapes. Alors il y a un certain nombre d'annexes qui sont déjà publiées, il y a d'autres annexes qui sont en cours d'adoption au sein de JARUS et qui seront publiées en AMC un peu plus tard. Mais globalement, voilà, les annexes décrivent la constitution d'un CONOPS, donc d'un concept d'opération, les moyens d'atténuation du risque au sol, du risque air, les OSO, etc. Alors, il s'agit d'une méthode ouverte et qualitative. Et c'est là qui rend, en fait, le fait de l'appréhender assez complexe, puisque c'est une méthode qui essaye d'accommoder tout le spectre d'opérations possibles avec des drones, y compris des opérations auxquelles on n'a pas encore pensé aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle la SORA n'est pas prescriptive au sens où il n'y a pas forcément sur chacun des items la liste des exigences détaillées, des exigences techniques et opérationnelles détaillées à remplir. La SORA, elle est véritablement centrée sur l'opération elle-même, c'est-à-dire et donc le risque dépend de ce que l'exploitant souhaite faire avec son drone et c'est pas une structure réglementée, une structure réglementaire figée. Ce qui fait aussi que ça laisse un certain champ de liberté à l'exploitant qui peut librement proposer les solutions qui lui permettent de remplir les objectifs de sécurité. Contrairement à une opération d'aéronef habité où la chute de l'aéronef présente un caractère totalement inacceptable, c'est pas le cas de la SORA puisque comme il n'y a pas, en tout cas dans les opérations actuelles, de personnes à bord, on peut accepter que dans des conditions permettant la sécurité des personnes, que le drone chute, à condition qu'il chute sur personne ou à condition voilà, qu'il ne rentre pas en collision avec un autre aéronef. Donc il n'y a pas intrinsèquement de risque associé à un aéronef donné, c'est toujours un risque qui est associé à une opération donnée d'un aéronef donné. En revanche, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont vraies dans tous les cas dans la SORA. La première, c'est que si le drone touche, il tue. Il ne va pas, c'est-à-dire s'il touche une personne, il va provoquer le décès de la personne, il touche un aéronef, il va provoquer la chute de l'aéronef. Donc la SORA est basée sur des hypothèses qui sont conservatives vis-à-vis du risque pour les tiers. La deuxième hypothèse, c'est que si un drone n'a pas été spécialement conçu pour être robuste, il n'a pas fait l'objet d'une conception particulière, on va considérer qu'il a une probabilité forte de défaillance majeure. L'hypothèse de base de la SORA, c'est que l'aéronef avoir une perte de contrôle et une chute toutes les 100 heures de vol. On sait que dans la pratique, souvent, les aéronefs volent plus longtemps que ça avant d'avoir un accident majeur, mais dans la pratique, la SORA, encore une fois, est plutôt conservative vis-à-vis de ce risque et considère donc cette probabilité de 10-2
chute par heure de vol lorsque l'aéronef n'a pas fait l'objet d'une conception particulière. Un autre grand principe de la SORA, c'est que l'objectif de sécurité, donc qui est de 1 décès d'un tiers par million d'heures de vol, est le même quel que soit le niveau de risque de l'opération. Donc, on parlera tout à l'heure de niveau de SAIL. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de risque bas, donc SAIL 1 ou 2, niveau de risque intermédiaire, SAIL 3 ou 4, niveau de risque élevé, SAIL 5, 6. Mais la cible de sécurité, qui est de 1 décès par million d'heures de vol, est la même, quel que soit le niveau de SAIL. Et donc, pour atteindre cet objectif, il y a un équilibre entre, d'une part, les restrictions opérationnelles qui sont données, c'est-à-dire les densités de population survolées, l'intégration dans le trafic aérien ou au contraire la ségrégation, et les exigences techniques qui seront appliquées, enfin les exigences qui seront appliquées à l'opération. Ces exigences peuvent être d'ordre technique, donc portées sur la navigabilité du drone, les équipements qui devront équiper le drone ou la fiabilité du drone de manière générale, et également des exigences opérationnelles qui porteront sur la définition des procédures, la formation, éventuellement un système de management, une vérification de vos procédures par des organismes tiers, etc., etc. Donc, ces principes généraux font que si on a un drone peu fiable, non vérifié, pour atteindre ces exigences de sécurité, enfin la cible de sécurité, on aura des contraintes opérationnelles fortes et on sera contraint donc de voler dans un environnement peu risqué. En revanche, si on souhaite voler dans un environnement complexe et risqué, comme un environnement urbain, où on souhaite s'intégrer dans le trafic aérien et donc faire voler un drone, par exemple, au milieu d'aéronefs qui font du transport public, on devra avoir un drone robuste qui feront l'objet soit d'une vérification de conception par le hasard ou qui devront être certifiés, un système de detect and avoid, un exploitant certifié, U-Space, etc. Voilà. Donc ces exigences dépendront en fait du niveau d'opération que l'on souhaite mener. A priori, à part pour ce qui relève du transport de passagers, etc., la catégorie spécifique n'interdit rien. En revanche, le niveau de risque de l'opération que l'on considère peut exiger des conditions techniques et opérationnelles qui sont élevées et qui peuvent ne pas être compatibles avec le CONOPS tel qu'il a été envisagé dans sa première version. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la SORA laisse une grande part d'interprétation, puisque c'est une méthode assez vaste qui essaye de s'adapter à à une grande variété de types d'opérations. Donc, ça laisse une large part d'interprétation à l'exploitant et à l'autorité. L'avantage, c'est que ça permet effectivement de ne pas enfermer un nouveau type d'opération dans un carcan déjà connu et trop rigide, et ça permet de laisser une bonne place à l'innovation. L'inconvénient, c'est que ça laisse un certain nombre de critères, du coup, deviennent difficiles à évaluer. Et de ce fait, on peut avoir des désaccords entre les exploitants et les autorités sur l'évaluation des risques, voilà, le niveau de risque de l'opération, ou sur la validité des solutions proposées, c'est-à-dire la capacité des solutions à adresser les risques considérés. Alors, on a essayé autant que possible, au travers du guide de mise en œuvre de la SORA, de couvrir le plus de cas possible, de sorte à ce que les exploitants puissent savoir en fait ce qu'on a accepté jusqu'à maintenant au travers des quelques 250 autorisations d'exploitation que la DSAC a délivrées jusqu'à maintenant. Et lorsqu'il y a un désaccord entre exploitants et autorités, on essaye en général de discuter de l'opération pour essayer d'obtenir un consensus sur la classification du risque, les restrictions techniques et opérationnelles, enfin restrictions opérationnelles qui seront adaptées, qui auront lieu pour l'opération, et les exigences techniques et opérationnelles applicables. Mais le principe de base, c'est que c'est à l'exploitant de démontrer et pas juste d'affirmer l'innocuité de son opération en proposant des solutions qui permettent d'adresser efficacement, enfin de réduire efficacement le risque.
À la fin, c'est la DSAC qui signe l'autorisation d'exploitation et donc c'est un engagement de responsabilité de notre part. Donc on ne va pas signer une autorisation d'exploitation si on n'est pas convaincu de l'absence de risque majeur pour l'opération. Et si malgré toute cette discussion, on n'arrive pas à obtenir le consensus qui est recherché, à la fin, c'est nous qui rejetons ou acceptons l'opération. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Romain qui va vous décrire les 10 étapes de la SORA. Merci Nicolas. Cette slide vous présente de manière macroscopique l'ensemble du processus SORA et de ces 10 étapes. Le webinaire, vous l'aurez compris, est construit autour de ces 10 étapes pour lesquelles nous présenterons à la fois l'objectif de l'étape considérée et les attentes concrètes de la DSAC pour chacune de ces étapes. Cela sera également illustré par un exemple fil rouge qui vous est présenté par Mélanie. Ce logigramme montre que la SORA est un processus itératif. Une première étape déterminante se situe au niveau de l'étape 3, qui est celle de l'évaluation de risque sol. La catégorie spécifique est applicable jusqu'au niveau de risque sol 7, le GRC 7, GRC final, c'est-à-dire après application de mesures d'atténuation. Au-delà de ce niveau de risque sol, l'opération doit être réalisée en catégorie certifiée et la catégorie certifiée n'est pas couverte par le processus SORA. Si un candidat, un exploitant dans son CONOPS arrive à un risque sol final supérieur à 7, il lui est toujours possible de modifier son concept d'opération pour faire évoluer ce niveau de risque sol, soit en faisant évoluer les zones survolées, soit par exemple en modifiant le drone utilisé. Ce logigramme montre donc que la SORA est un processus itératif à travers cette première phase de décision sur le risque sol, mais il prévoit également que tout au long du processus, si des objectifs de sécurité ne peuvent être remplis, l'exploitant ait la possibilité de modifier son concept d'opération jusqu'à ce que l'ensemble du dossier permette d'atteindre des objectifs de sécurité et de s'assurer que les mesures d'atténuation sont effectivement disponibles pendant l'opération. Seulement une fois cette étape franchie, le SESAM, qui est l'autorisation d'exploitation, peut être obtenu. Alors, si on rentre dans le processus à proprement parler, la première étape consiste en la description du concept d'opération. Donc, c'est une étape extrêmement importante puisqu'elle permet de décrire là où les opérations envisagées par l'exploitant. C'est à travers ce concept d'opération que l'exploitant va décrire toute son opération et du côté de l'autorité, cela va nous permettre de comprendre tous les enjeux de l'opération et comment cette opération va être menée, avec quel type de produit, avec quel type de procédure, quel type de formation. Le concept d'opération inclut donc le manuel d'exploitation de l'exploitant, le MANEX. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de reproduire in extenso le MANEX, le manuel d'exploitation, mais à travers le concept d'opération, on peut faire des renvois à des parties du manuel d'exploitation pour éviter de faire des redites ou des copier-coller un peu fastidieux. Le concept d'opération inclut également le dossier technique du ou des drones utilisés, et cela inclut tous les éléments techniques et opérationnels qui permettent d'évaluer le niveau de risque de l'opération. Donc, à travers ce concept d'opération, on va pouvoir vérifier que la SORA et l'analyse de risque que l'exploitant va conduire sont bien cohérents entre eux. La constitution du concept d'opération par exploitant peut être itérative, c'est ce que l'on a vu dans le logigramme précédemment. À chaque étape de la SORA, si l'on voit que le niveau de risque de l'opération va augmenter ou que les exigences de sécurité vont devenir trop importantes par rapport aux procédures ou aux moyens utilisés, il est possible de faire évoluer ce concept d'opération pour être dans un environnement qui sera maîtrisé. Enfin, vous pourrez trouver plus d'informations sur le contenu et la structure du concept d'opération dans l'annexe A de la SORA qui est disponible donc dans les Easy Access Rules. Pour continuer sur le concept d'opération, un contenu critique de ce concept d'opération et qui doit apparaître systématiquement, c'est la définition des volumes de vol utilisés.
Ces volumes de vol, il y en a 3, donc on les voit sur le schéma, et c'est ce schéma que l'on retrouve dans les Easy Access Rules de l'EASA. Nous avons en premier lieu le volume vert, qui est la géographie de vol, et qui est la zone dans laquelle le drone doit évoluer de manière normale. C'est-à-dire que tant que le drone se situe dans la géographie de vol, l'exploitant applique des procédures normales, que le drone évolue de manière automatique ou manuelle, il est dans la zone prévue par l'opération. Si le drone sort de sa géographie de vol, il va rentrer dans ce que l'on appelle une zone d'intervention ou une zone, entre guillemets, de contingence, c'est un anglicisme. Quand le drone se situe dans ce volume d'opération, l'exploitant met en œuvre des procédures anormales qui visent à faire rentrer le drone dans son volume d'opération vert. Et en troisième lieu, on va trouver au sol la zone tampon, et en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle le volume d'urgence. C'est-à-dire que le drone n'est pas censé se situer de manière normale dans ce volume, et donc c'est une zone que l'on va définir au sol et qui va définir l'ensemble des points dans lesquels le ou les drones sont susceptibles de tomber en cas de chute du drone et de sortie du volume de contingence. Donc ces volumes sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de faire référence aux procédures normales et aux procédures de contingence de l'exploitant et de s'assurer qu'en cas de panne, de défaillance du drone, la sécurité continuera à être assurée. Cette première étape, je vous propose de l'illustrer dès à présent avec notre première étape, notre premier exemple du fil rouge, qui est un exemple concret que l'on a anonymisé pour l'occasion, mais qui constitue bien un dossier que nous avons reçu et que je vais laisser Mélanie présenter. Merci Romain. Donc nous avons choisi une demande qui a donc nécessité une autorisation d'exploitation et qui consiste en des prises de vue et des mesures de vent par dérive du drone. Donc ça, j'allais dire, c'est pour la finalité de l'opération. Pour ce qui est donc des caractéristiques opérationnelles concrètes, le drone en fait effectue des vols en ascenseur entre 0 et 850 mètres de hauteur, donc avec un multirotor de 900 grammes. Et donc le vol s'effectue en vue pour la partie qui se fait plutôt à faible hauteur, mais pour la partie plus en hauteur, on passe sur du hors vue. On vous a mentionné les délais, donc une demande déposée donc le 11 juillet pour une opération le 21 août. Donc, on vous parlait des préavis recommandés tout à l'heure. L'exploitant avait déjà effectué une demande pour une opération du même style. Donc là, on était sur un préavis de 1 mois et demi, donc qui était suffisant pour instruire une demande d'un exploitant connu avec un type d'opération connu aussi. Pour ce qui est des pièces jointes, cette figure sur la slide suivante. Voilà, donc ça c'est la liste exhaustive des pièces que nous a fournies l'exploitant. Donc en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les pièces à présenter, on s'aperçoit en rapide lecture que le dossier est a priori complet. Donc on a à la fois un formulaire de demande d'autorisation d'exploitation et un formulaire de demande de dérogation aux hauteurs de survol, qui a été donc envoyé à la préfecture en parallèle de la DESAC. L'analyse SORA, le fichier KML de la zone de vol, donc Romain parlait des zones de vol à l'instant, donc c'est bon signe d'avoir un fichier KML. L'Emergency Response Plan, donc on peut se dire pareil que l'analyse risque sol a été faite si le RP figure dans la liste des pièces, donc à creuser. Protocole d'accord avec un gestionnaire d'aérodrome, donc ça nous fait tiquer aussi, on se dit qu'il doit y avoir une analyse risque R qui a été faite correctement derrière. La matrice de conformité aux OSO, le MANEX, donc on a mis et procédures associées parce que donc, il y avait des annexes justement au manuel d'exploitation qui permettaient donc de répertorier les checklists, les comptes rendus d'événements, les procédures particulières à la mission. Les plans de formation et fiches d'évaluation des compétences des télépilotes et le manuel d'utilisation et d'entretien du drone, sur lesquels figuraient aussi des éléments techniques qui nous ont permis l'instruction du dossier.
On vous a distingué en bleu et en rouge les documents qu'il faut quand même fournir si on a une documentation générique et les documents sur lesquels on se met d'accord avec la DSAC justement quand on a une documentation générique et que la DSAC conserve et qu'il n'a pas besoin, que l'exploitant n'a pas besoin de renvoyer à chaque fois. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure que la première pièce qu'on ouvrait, c'était le formulaire de demande d'autorisation pour avoir des informations sur la mission, sur les délais et sur le drone. Donc, une fois le CONOPS connu, le deuxième fichier qu'on ouvre, c'est justement ce fichier KML pour vérifier si les 3 zones de vol dont vous parlez, Romain, tout à l'heure, ont bien été définies. Donc ici, on a bien nos 3 zones qui sont définies, ce qui est déjà un bon point. On a la position du télépilote et des observateurs qui sont renseignés, donc quand le télépilote, le point violet, et les observateurs, le point bleu. Au niveau des proportions, donc ça c'est au premier coup d'œil, mais on vérifiera ça dans le dossier SORA de toute façon. On s'aperçoit que au niveau des proportions, pardon, les proportions des 3 zones semblent cohérentes, je vais y arriver. Étant donné que c'est un drone qui effectue des ascenseurs, on a une zone de contingence qui est plutôt petite comparée à la zone buffer, donc ça c'est bon signe. On sait aussi par ailleurs que le drone est un multirotor. Si jamais on avait une aile volante, on se serait attendu à avoir une zone tampon, donc une zone rouge beaucoup plus importante en taille. Donc voilà, pour déjà l'analyse que l'on fait du fichier KML. En parallèle de ça, on regarde donc le concept d'opération. Donc on vérifie tout simplement si le concept d'opération reprend l'ensemble des items qui figurent dans l'AMC. L'AMC donc de l'agence européenne propose un plan. Donc on vérifie que l'ensemble des éléments qui sont adressés dans ce plan ont bien été traités par l'exploitant. Au niveau du formalisme, le CONOPS peut être un document à part, il peut être intégré à la SORA, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des exploitants qui font le choix de rédiger complètement le CONOPS, et il y en a qui nous disent, comme c'est le cas ici, j'ai énormément d'éléments qui sont demandés dans le CONOPS qui sont déjà décrits dans le MANEX, et donc on peut directement faire des liens avec les paragraphes du MANEX adéquat. Donc ce qui a été fait ici par l'exploitant au travers du tableau. On a d'un côté le plan de l'AMC et de l'autre côté le renvoi aux documents qui permettent de montrer la conformité. Pardon, merci Mélanie. On poursuit sur nos étapes de la SORA. L'étape 2, c'est l'évaluation de risque sol initial que l'on appelle le IGRC. Donc comme l'a indiqué Nicolas en introduction du webinaire et des grands principes de la SORA, on fait l'hypothèse que toute chute du AS sur un tiers lui sera fatale. Donc la SORA adopte une approche quantitative pour évaluer ce risque sol, qui s'appuie sur, d'une part, la surface de crash de l'UAS, ce que la SORA appelle en anglais la critical area, et qui va désigner en quelque sorte la fauchée du drone en cas de chute au sol. Cela va représenter toute la surface que le drone va en quelque sorte toucher ou contaminer. Et donc, on fait l'hypothèse que le drone pourra infliger des blessures mortelles à tous les occupants qui sont dans cette surface. Et la deuxième dimension de cette approche quantitative, c'est la densité de population. On voit donc un lien assez direct entre la densité de cette population et la surface que le drone va couvrir en cas de collision avec le sol. Ce risque sol est évalué toujours avec un objectif de sécurité qui vous a été présenté un peu plus tôt, qui est de 10-6 décès par heure de vol, ou dit autrement, un décès par million d'heures de vol. Donc, pour évaluer ce risque sol, le processus SORA propose un tableau qui vient de s'afficher. Alors, on a fait apparaître les 2 tableaux, puisqu'effectivement, la SORA est en train d'évoluer. C'est une des évolutions majeures entre la version 2 de la SORA et la version 2.5, dont je vous ai mis un projet, c'est le tableau de droite. Actuellement, dans la SORA en vigueur, on a un tableau qui est semi-quantitatif, c'est-à-dire que
On a, sur une entrée du tableau, on a les dimensions et l'énergie cinétique du drone, et sur l'autre entrée, on va trouver des caractéristiques qualitatives sur les zones survolées. On va retrouver le fait d'évoluer au-dessus d'une zone contrôlée, d'une zone faiblement peuplée, d'une zone peuplée, de rassemblement de personnes. Donc, toutes ces différentes dimensions-là vont affecter le risque sol. Et pour évaluer donc le risque initial d'un drone, eh bien, on va partir de sa dimension et de son énergie cinétique à l'impact. Et en fonction de la zone survolée, on pourra lire directement la classe de risque sol. Donc, la valeur la plus faible étant de 1 et la valeur maximum étant de 10, en rappelant que la SORA et la catégorie spécifique sont applicables à des risques sol qui vont jusqu'à 7. Au-delà, on est en catégorie certifiée. Donc, si vous avez un risque sol initial qui dépasse 7, vous aurez obligation de mettre en œuvre des mesures d'atténuation du risque pour pouvoir rester en catégorie spécifique. Donc, dans la version 2.5 de la SORA, qui est encore en projet, on a une approche qui est complètement quantitative, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une évaluation qualitative du type de zone survolée, de zone peuplée, faiblement peuplée, on va directement avoir des densités de population qui vont être données. Et en fonction de la densité de population maximale qui sera présente dans la zone survolée, vous rentrerez dans la ligne adéquate de votre tableau. Et pour la colonne, on continue à s'appuyer sur les dimensions du drone. Et cette fois, on n'est plus en énergie cinétique, mais en vitesse de croisière maximale. Un des grands principes, c'est que, vous voyez, en entrée, on a sur les dimensions et vitesse du drone, on a 2 dimensions. Il est possible qu'il existe des incohérences entre les dimensions du drone et sa vitesse. Donc, il faut toujours partir du cas le plus défavorable. Et dans le concept d'opération et dans la SORA, le candidat peut revendiquer de diminuer son risque en faisant valoir, par exemple, que même si son drone est grand, il évolue à des vitesses extrêmement faibles. On a le cas, par exemple, sur des drones de type dirigeable qui peuvent avoir des très grandes dimensions et des énergies très faibles et des vitesses d'évolution très faibles qui permettent de réduire le niveau de risque. La SORA 2.5, Nicolas en a parlé en introduction, elle sera probablement intégrée en cours d'année 2023 par le hasard, mais ça donne quelques ordres de grandeur sur notamment les densités de population à considérer. On va le mettre en pratique tout de suite sur l'exemple. À toi, Mélanie. Tout à fait. Donc, comme Romain vous l'a présenté à l'instant, l'application du tableau pour le GRC initial tombe assez rapidement. Mais bon, c'est pas parce que l'utilisation du tableau donne un résultat quasi immédiat qu'il faut oublier de justifier les entrées. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette étape, dans la rédaction de l'étape dans la SORA. Donc, je vous ai repris les justifications qui nous ont été fournies pour notre exemple. Au niveau de l'énergie à l'impact, on a le détail du calcul avec la formule utilisée, l'explication de chaque valeur dans la formule. Donc là, dans la formule de l'énergie cinétique, la valeur de l'énergie et là, ça n'a pas été pris sur la capture, mais la comparaison avec les énergies qui sont reportées dans le tableau. Donc ça, j'allais dire, c'est pour la partie, les colonnes. Pour ce qui est des lignes, donc, au niveau de la densité de population dans les zones d'évolution, l'exploitant nous a fait une analyse terrain sur les 3 zones qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire en fait sur l'ensemble de la zone rouge et pas seulement la zone verte. Pour ce faire, il s'est appuyé des données de densité de l'INSEE avec capture d'écran à l'appui, d'images satellites, par exemple celle de Google Earth, et aussi de visites sur le site. Donc ça permet, cette analyse a permis donc de pouvoir se placer dans la ligne environnement faiblement peuplé. Et enfin, en volant à 850 mètres de haut avec un drone de 900 grammes, l'exploitant a clairement fait apparaître qu'il se considérait en bivilos, bien qu'on a vu au début que, j'allais dire dans les phases à faible hauteur, il était en bivilos. Ici, il s'est mis dans le cas le plus défavorable, à savoir un vol hors vue. Ainsi, dans le tableau, ça nous donne la première colonne avec un drone dimension inférieure à 1 mètre et une énergie inférieure à 700 joules.
et la ligne, l'entrée BVLOS over a sparsely populated area, donc un GRC initial de 3. On poursuit avec la troisième étape de la SORA, donc qui vise à établir le risque sol final, donc ce qu'on appelle le GRC final. Il est évidemment basé sur le risque sol initial et il consiste à mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'atténuation du risque pour diminuer le risque sol final. Donc c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être critique si vous obtenez un risque sol qui va nécessiter, qui va aboutir à des niveaux de risque de l'opération, des niveaux de sail trop élevés. Donc, il existe 3 moyens d'atténuation qui peuvent être utilisés pour réduire le risque sol. Donc, c'est ce qu'on appelle les moyens M1, M2 et M3. Le moyen M1 est un moyen d'atténuation stratégique qui vise à faire diminuer le nombre de personnes exposées durant l'opération, dont on parlera juste dans la slide suivante. Le moyen M2, qui vous sera présenté par Adrien, consiste en une réduction de l'effet des impacts au sol. Donc, ça va consister à diminuer les dommages que le drone peut causer lors d'une chute au sol. Et le M3, qui est le plan d'urgence dont on a déjà parlé un petit peu. Les moyens d'atténuation sont décrits en détail dans l'annexe B de la SORA. Donc, si on continue, on enchaîne avec le moyen d'atténuation stratégique, le M1. C'est décidément, je vais y arriver. C'est une atténuation stratégique du risque, c'est-à-dire que c'est une atténuation qui est prise en amont du vol. Cela consiste dans un premier temps à définir une zone de buffer. Donc la zone de buffer, on en a parlé précédemment, c'est la zone dans laquelle, c'est une zone qui représente tous les points qui peuvent être atteints par le drone en cas de chute de celui-ci. Donc la détermination d'une zone de buffer nécessite un calcul de trajectoire, un calcul de portée du drone et doit prendre en compte notamment des aspects environnementaux comme le vent. En fonction de la vitesse et de la direction du vent, de la vitesse du drone, du temps de réaction du télépilote s'il doit déclencher une fonction de sécurité ou une coupure moteur par exemple, le drone va suivre une trajectoire balistique et l'ensemble de ces critères vont définir cette zone buffer. Dans l'atténuation stratégique du risque, la mesure M1, l'exploitant doit prendre des mesures dans cette zone pour diminuer le nombre de personnes exposées. Ça peut consister à évacuer ces tiers qui sont dans la zone buffer, les abriter ou équiper le drone d'un avertisseur sonore qui va permettre aux gens de s'échapper ou de s'éloigner du drone. Évidemment, c'est à comparer avec d'autres mesures, puisqu'un drone qui va tomber en chute libre, il va tomber relativement vite, donc ça ne va pas forcément laisser beaucoup de préavis à ces tiers au sol. Donc c'est éventuellement à conjuguer avec une mesure M2 que vous présentera Adrien tout à l'heure. Le crédit, c'est-à-dire le gain de sécurité apporté par cette mesure d'atténuation M1, dépend de la robustesse de ce critère. La mise en œuvre du M1 va vous permettre de gagner entre 0 et 4 points sur le risque sol. Alors, 0 si vous ne prenez aucune mesure, et 4 points pour une mesure d'atténuation avec un niveau de robustesse élevé. Un grand principe qu'il faut garder à l'esprit, au-delà d'un aspect purement comptable sur ces points de crédit, c'est que pour pouvoir gagner un point de crédit, il faut diviser le nombre de personnes exposées au risque par 10 pour obtenir un point. Si vous voulez gagner 2 points de crédit, il faut démontrer que vous allez diviser le nombre de personnes exposées par le drone par 100. Donc cette étape 3 sur l'atténuation des risques au sol, le moyen d'atténuation M2, donc il vise à diminuer les effets de l'impact au sol que pourrait avoir un drone. L'objectif, c'est d'obtenir un point de crédit en réduisant d'un facteur 10 les effets de cet impact au sol. On évoquait le fait qu'on se limite à un point de réduction aujourd'hui, puisque si on veut obtenir des réductions plus importantes, il faut passer par un processus de vérification du design ou une conformité avec des moyens de conformité qui sont définis par l'agence européenne et qui sont encore en cours de finalisation. Donc, on va s'en tenir pour l'instant à une réduction de 1 point. Quand on veut revendiquer un niveau de robustesse moyen pour cette réduction des effets, il faut que l'exploitant puisse appuyer sur des essais ou des analyses. Donc, l'exploitant ne peut pas simplement déclarer que son drone a un niveau d'énergie réduit. Voilà, il doit s'appuyer sur des essais ou des analyses, par exemple. Et la fiabilité
de la mise en œuvre de ce moyen doit être justifiée. Si on s'appuie par exemple sur un parachute, l'exploitant doit démontrer que ce processus enfin, le moyen de déclenchement est fiable et marche, y compris dans des situations d'urgence. Les arguments techniques couramment employés, enfin possibles et couramment employés par les exploitants pour revendiquer un moyen M2 sont le recours à un parachute, la mise en descente en spirale du drone, ce qui permet soit de faire ça à vitesse la plus réduite possible pour diminuer l'énergie, pardon, ou à l'inverse, d'avoir une trajectoire qui consiste à avoir éventuellement une vitesse importante, mais avoir une critical area réduite avec un drone qui arrive, par exemple, quasiment à la verticale. Donc, il aura beaucoup d'énergie, mais sur une zone extrêmement réduite. Et globalement, une approche de diminution de l'énergie transmise pour essayer de diminuer la létalité du drone en cas d'impact avec un tiers. Voilà, c'était pour le moyen M2. Le moyen M3, donc, qui vise toujours à diminuer la classe du risque sol, pardon, c'est le plan d'urgence, le RP, Emergency Response Plan. L'objectif de ce plan de réponse d'urgence est de limiter les conséquences d'un accident. Donc, on fait l'hypothèse que l'accident a eu lieu, les procédures de contingence et d'urgence ont déjà été mises en œuvre. Et si malgré ça, on a un accident, le RP vise à diminuer les conséquences de cet accident. Cet ERP doit donc inclure la formation des personnels en cas d'accident, tous les personnels, les télépilotes comme les personnels impliqués dans l'opération. Ça inclut également un entraînement, des exercices qui peuvent être des exercices grandeur nature ou ce qu'on appelle des exercices sur table, et doivent inclure des contacts et des coordinations avec des organismes tiers, qui peuvent inclure des autorités, des services médicaux par exemple. L'ERP, et c'est un point important, il doit prévoir les conditions de reprise des opérations et de retour à la normale. C'est-à-dire qu'en mettant en œuvre son ERP, un exploitant doit être capable de dire à quel moment est-ce qu'il considérera qu'il est revenu dans une situation maîtrisée et que donc l'urgence est levée. Le contenu, le canevas de l'ERP est disponible le contenu, pardon, est décrit à la fois dans les Easy Access Rules, c'est page 293 de la version PDF, et la DSAC vous propose un canevas disponible en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique. Un point important, c'est une des évolutions majeures de la SORA 2.5. Le plan d'urgence, l'ERP, deviendra obligatoire et partie intégrante du concept d'opération. Et à ce titre, il ne sera plus considéré comme une mesure d'atténuation M3. Donc, on ne pourra plus gagner un point de crédit sur le risque sol à travers le plan d'urgence. Pour ces mêmes raisons, à la DSAC, nous sommes très circonspects à l'idée d'accorder un M3 avec une robustesse haute pour des cas très particuliers où il y a vraiment des risques aggravés. Et dans ce cas de figure, le plan d'urgence devrait prévoir la mise en œuvre de moyens de secours également d'envergure, c'est-à-dire une coordination large avec des hôpitaux, avec potentiellement des projections de moyens de type ambulance, qu'elles soient terrestres ou hélicoptères. Donc, ce sont des cas extrêmement rares que l'on n'a encore jamais rencontrés et jamais accordés à la DSAC. Et évidemment, je vous parlais de l'approche comptable tout à l'heure dans la SORA. Il ne faut pas voir le plan d'urgence comme étant une manière, entre guillemets, facile de gagner un point. Ça n'aurait pas de sens d'avoir un plan d'urgence extrêmement développé quand, par exemple, on évolue dans une zone contrôlée au sol ou pour lequel il n'y aura pas de tiers au sol. Donc, le plan d'urgence, aussi robuste soit-il, n'aurait pas vraiment de sens. Je vous propose un mot sur la robustesse, puisqu'on en a parlé à travers les trois moyens M1, M2 et M3. La robustesse est un élément assez critique, puisque c'est ce qui va conditionner le crédit que l'on va pouvoir accorder à chacune des mesures d'atténuation. La robustesse, elle se définit de deux manières. Il y a une première dimension qui est l'intégrité des mesures d'atténuation, et la deuxième dimension, c'est l'assurance. L'intégrité, ça représente le gain de sécurité qui va être apporté par la mesure d'atténuation. Donc, concrètement, ça va vous permettre de démontrer en quoi est-ce que le moyen que vous proposez va effectivement permettre de réduire le risque. Et l'assurance, ça va nous permettre
de démontrer avec quelle fiabilité cette mesure peut effectivement être mise en œuvre. Donc ça représente en quelque sorte la confiance que l'on peut accorder à cette mesure d'atténuation. La détermination de la robustesse, elle est relativement simple. Elle se base donc à la fois sur l'intégrité et l'assurance de la mesure d'atténuation, et elle s'aligne sur le niveau le plus faible. C'est-à-dire que si, pour une mesure d'atténuation donnée, vous avez une intégrité qui est forte, c'est-à-dire que vous démontrez qu'il y a un gain de sécurité important, mais que ce gain de sécurité, vous ne l'avez pas démontré de manière très fiable, vous aurez une intégrité potentiellement forte, mais le niveau d'assurance associé sera faible. Est-ce qu'on peut accorder une faible confiance à cette mesure? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une robustesse faible s'appuie sur des déclarations de l'exploitant. Donc un exploitant va simplement déclarer qu'il met en œuvre tel moyen. Alors attention, ce n'est pas parce qu'une robustesse est faible et que donc la mesure est déclarative que l'autorité ne peut pas demander des moyens de vérifier cette déclaration. Pour une robustesse moyenne, l'exploitant devra s'appuyer sur des faits pour démontrer l'efficacité et la fiabilité de l'atténuation des risques. Et enfin, pour une robustesse haute, il y a nécessairement une validation de la solution, et cette validation doit être faite soit par l'autorité, soit par un organisme tiers. L'organisme tiers est en général proposé ou validé par l'autorité. La DSAC, ça peut également être l'Agence européenne, ALSA. Pour finir sur ce risque final, on va déterminer le risque sol final sur la base du risque initial et sur l'ensemble des mesures d'atténuation qui sont prises. Le calcul pour cette fois est assez simple. On va simplement additionner le risque final et les crédits apportés par chacune des mesures d'atténuation. Donc le risque final est considéré est constitué de la somme du risque initial plus le crédit apporté par la mesure M1, plus le crédit apporté par la mesure M2, et enfin, plus le crédit apporté par la mesure M3. C'est ce qui vous donne le risque sol final, que l'on va traduire tout de suite dans notre fil rouge. Mélanie, à toi. Pour en revenir à notre exemple, l'exploitant a effectivement revendiqué un niveau low un niveau faible pour le M1, pas de M2 et pas de M3. Donc pour vous donner un petit peu plus le détail, dans la SORA, on avait donc les exigences en termes d'intégrité et d'assurance pour les 3 moyens de mitigation qui étaient adressés, en faisant d'éventuels renvois à d'autres pièces du dossier. Pour le M1, l'analyse s'est déroulée en 2 temps. On avait dans un premier temps donc, le calcul du buffer suivant donc, la formule privilégiée en l'absence d'essai en réel, c'est-à-dire 3 secondes de réaction à vitesse maximale du drone, ou alors 3 secondes à accélération maximale, en partant de la vitesse d'évolution, plus la chute balistique. Donc ça, c'est une formule qui correspond donc à 3 secondes de réaction du télépilote ou de la personne capable de déclencher la coupure moteur et la chute balistique du drone. Les 3 secondes de réaction prennent en compte la détection d'un flyaway, vu qu'on se met dans le pire des cas, la prise de décision et l'action d'appuyer sur la commande. L'exploitant, dans sa SORA, nous a détaillé le calcul de la même façon qu'on l'a vu pour l'énergie tout à l'heure, avec la formule, description de chaque membre de la formule et application numérique. Et surtout, report de la bonne distance sur le fichier KML qu'on a vu au début. Et ensuite, pour ce qui est donc de la diminution concrète des personnes à risque, l'exploitant s'est appuyé sur l'analyse qu'il avait fait avec les données INSEE qu'on a vues pour le GRC initial, où on a eu donc un état des lieux en fait plus précis de ce qui constituait la zone au sol, et plus particulièrement des chemins et des routes sur lesquelles donc, les tiers étaient susceptibles de se trouver. Et suite à cette analyse, l'exploitant a décidé de mettre en place des panneaux sur ces quelques chemins, afin de prévenir de l'activité drone et d'inviter donc les personnes à ne pas aller plus loin sur le chemin. S'ajoute à cela, si vous vous rappelez sur le fichier KML en début de présentation, il y avait aussi 2 observateurs qui assistaient le télépilote. Et ces 2 observateurs sont chargés donc, de faire des rondes
afin de s'assurer qu'aucun tiers ne pénètre dans la zone buffer pendant les évolutions du drone. Pour le M2, pas de parachute, donc pas d'autres mesures qui permettent de réduire l'impact au sol, donc 0. Et pour le RP, l'exploitant s'est basé sur le canevas des sacs et dans sa SORA, donc a renvoyé à son fichier ERP qui a donc été lu et validé par nos services. Ainsi, d'un GRC3, on applique le -1 du M1 et on obtient un GRC final de 2. Merci Mélanie. Et nous allons donc maintenant aborder la question du risque R. Alors, donc il s'agit de l'étape 4 de l'OSORA. L'objet de cette étape 4 est d'évaluer ce qu'on appelle l'IARC, qui veut dire Intrinsic Air Risk Category, donc catégorie de risque R intrinsèque. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit du risque que le drone entre en collision avec un aéronef habité. L'évaluation du risque intrinsèque, elle prend en compte, on va le voir dans la grille qui suit, la situation la plus défavorable, c'est-à-dire que le drone rentre dans une zone à fort trafic, sans coordination préalable, sans moyen d'atténuation particulière, etc. C'est l'étape 5 qui adressera la question des moyens d'atténuation qui permettront de réduire ce risque R. Alors, pour évaluer ce risque R initial, il faut le justifier avec un certain nombre d'informations, notamment des cartes. Alors, la carte la plus fréquemment utilisée, c'est la carte OACI, sur laquelle on peut pointer l'opération et indiquer, par exemple, la proximité d'aérodromes, la présence de zones réglementées, zones interdites, zones dangereuses. On peut également indiquer des mentions qui n'apparaissent pas forcément sur la carte, comme certaines plateformes privées, des plateformes ULM, des sites particuliers, des centrales nucléaires, des hôpitaux, etc. Donc, dans la présentation qui est du dossier de demande, il convient de faire très attention, notamment aux conditions de pénétration dans les zones réglementées. Pour les aérodromes, j'aurais dû le préciser, il convient également de faire apparaître les zones de restriction qui apparaissent dans le guide catégorie spécifique et dans l'arrêté espace. Il s'agit des zones en escalier qui indiquent des hauteurs maximales. On peut très bien rentrer dans ces zones dans ces zones restreintes, mais d'une part, il faudra l'accord des services du contrôle aérien ou du gestionnaire d'aérodrome, et d'autre part, il faudra justifier qu'en pénétrant dans ces zones-là, puisqu'on est dans un environnement aéroportuaire, on ne génère pas un risque supplémentaire, et donc il faudra prendre des mesures particulières. Alors ça, c'est le diagramme qui apparaît dans la SORA. Pour le lire, il faut partir du haut. En fait, on commence par la première case où on se pose la question de savoir si on est dans un espace atypique. Si c'est le cas, on est en arc A. Si ce n'est pas le cas, on se pose la deuxième question, est-ce qu'on est au-dessus du niveau 600? Oui, non, etc. Et voilà. Et donc, on parcourt le diagramme de cette manière-là pour déterminer le niveau de risque R initial. Alors, peut-être un exemple au travers du fil rouge. Tout à fait. Donc ici, l'exploitant a repris le logigramme pour justifier de son arc initial. Et surtout, c'est pour ça que je vous ai mis le paragraphe, il a justifié en fait chaque intersection. Qu'est-ce qui, en fait, comment est-ce qu'il a répondu à chaque question, à chaque intersection. Donc ainsi, on arrive rapidement à un arc initial de D, puisqu'il se situe sur les emprises d'un aérodrome contrôlé. Ce qui manque peut-être ici, et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire, c'est que dans le dossier initial, il n'y avait pas de carte OACI, ni le logigramme qui figurait dans le dossier.
Donc, bien que la justification soit tout à fait correcte et soit très concise, il faut tout de même, on recommande quand même de s'appuyer sur une carte OACI et d'insérer le logigramme dans l'analyse SORA. Et pour ce qui est de notre exemple, on parle d'un arc initial AD. Merci Mélanie. J'aurais probablement dû préciser au slide d'avant que bien évidemment, le niveau de risque va dépendre principalement de la densité de trafic. Et donc, on trouve en bas dans le diagramme la situation qu'on rencontre la plus souvent, qui est le vol en dessous de 500 pieds sol, avec une distinction en particulier lorsqu'on est en zone urbaine ou en zone rurale. Donc avec un risque un peu plus élevé en zone urbaine avec des vols hélicos. Mais évidemment, les domaines de risque les plus élevés sont pour les aéronefs qui vont voler au-dessus de 500 pieds, puisque c'est là qu'ils vont croiser d'autres aéronefs habités. En particulier, si un aéronef rentre sans coordination à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé, c'est là qu'il va avoir le maximum de risque. Donc c'est très souvent qu'on va retrouver un niveau de risque à arc D. Et lorsqu'il rentre dans un environnement aéroportuaire, à nouveau, là, en fonction des dimensions de l'aéroport, dès qu'on est sur un aéroport de taille un peu importante, on va également retrouver un niveau de risque arc D, donc probabilité importante de rencontre avec un autre aéronef, comme sur l'exemple qui est donné sur le fil rouge. Si l'on reprend, alors, une fois obtenu ce niveau de risque intrinsèque ou initial, tout l'enjeu va être d'essayer d'atténuer ce risque. Donc, il s'agit là d'une atténuation stratégique, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on doit faire avant le vol. Et le but de cette diminution, de cette atténuation stratégique, c'est de diminuer la probabilité de rencontre avec un autre aéronef. Alors, tout ceci est décrit dans l'annexe C de la SORA. C'est quelque chose qui est assez complexe à appréhender, qui n'est pas forcément accessible à des personnes qui n'ont pas une connaissance accrue de la manière dont le trafic aérien est organisé. On donne quelques informations ici, mais il va y avoir également des éléments de guide qui vont probablement être publiés par le HASA dans les mois à venir. Mais on donne ici quelques indications pour permettre d'atténuer le risque. Déjà, il y a avoir un volume d'évolution réduit, donc typiquement voler en dessous des hauteurs typiques des aéronefs habités, loin des aérodromes. On peut choisir la période d'évolution, on aura beaucoup moins de trafic, par exemple, d'aviation générale de nuit, encore qu'on puisse avoir du trafic militaire ou du trafic hélico. On peut avoir la question du temps d'exposition. Si on a un vol de quelques minutes, on peut justifier une réduction du risque grâce à ça. Pour obtenir l'arc A, on a parlé tout à l'heure d'un espace atypique. Alors, dans la littérature JARUS, un espace atypique sont des vols qui sont effectués à des hauteurs inférieures à 30 mètres sol ou à proximité immédiate d'obstacles artificiels. On peut penser notamment à des inspections de ligne où on se sert quelque part de la protection que représente la ligne vis-à-vis de des aéronefs habités. Ça peut être également un espace ségrégué comme une zone réglementée temporaire qui permet aujourd'hui de faire la plupart des vols de grande élongation. L'autre manière d'atténuer le risque, c'est l'atténuation par des règles communes. Et donc ça peut être la coordination avec l'ATC. Alors, en France, elle est obligatoire. On a en plus, même si la SORA la laisse optionnelle, l'arrêté espace l'impose. Il est nécessaire d'obtenir soit un accord de l'ATC, même pour les vols hors vue, d'avoir un protocole en fait avec l'ATC pour la gestion du vol. Il peut également être nécessaire de se coordonner avec les autres usagers. Alors ça peut être le cas en demandant la publication d'un
d'un NOTAM, ce qui est une manière d'avertir les autres usagers, mais ça peut être aussi, et on le recommande, sur des opérations récurrentes, avoir des coordinations avec les gestionnaires d'aérodromes ou les clubs environnants qui permettent effectivement que les autres usagers de l'espace aérien soient au courant de l'opération de drone. Un concept qui arrive et qui va monter en puissance, c'est U-Space, voilà, donc avec la fourniture de services pour les opérateurs de drones qui leur permet également, qui leur permettra d'alerter l'ATC ou d'autres usagers de leur présence dans un espace donné qui aura été prévu à cet effet. Donc ça, ce sera développé dans une nouvelle annexe de la SORA. Et puis, il y a un certain nombre de cas où des équipements électroniques vont devenir obligatoires pour permettre d'atténuer le risque. Alors peut-être un exemple au travers du fil rouge, Mélanie. Voilà, pour ce qui est de notre exemple, donc pour l'atténuation stratégique, tout ce qui a pu être mis en place avant la réalisation de la mission. Donc dans un premier temps, le terrain est protégé par 2 NOTAM. En effet, les mesures de vent ont été utilisées dans le cadre d'une compétition. Et à ce titre, il y a un NOTAM qui a été publié pour restreindre l'accès au terrain sur lequel se déroulait la compétition. Et un deuxième NOTAM pour informer les usagers de l'espace aérien, non seulement donc, de la compétition, mais aussi de l'activité drone. Donc, ces NOTAM rejoignent donc, ce qu'évoquait Nicolas, donc l'atténuation stratégique par règle commune. D'autre part, et toujours dans le même esprit d'information des usagers, le chef de mission a informé dans la semaine qui précède les vols tous les usagers de l'espace aérien susceptibles d'interagir avec la mission. Donc bon, les premiers auxquels on pense, c'est les organismes du contrôle, que ce soit donc les contrôleurs aériens de la CTR, ceux qui sont responsables du service d'information de vol, mais aussi tous ceux qui peuvent avoir utiliser des hélicoptères en urgence, comme le SAMU, la gendarmerie, et de façon peut-être plus marginale, la mairie. Enfin, comme l'indiquait Nicolas, un protocole a été établi avec le SNA, donc le service de la navigation aérienne, déjà donc pour que les services de navigation aérienne actent leur accord quant aux évolutions du drone dans leur espace. Ce protocole nous a été fourni et cela permet donc de vérifier les détails de ce protocole. On peut peut-être souligner sur ce point-là que le protocole il doit être proportionné au niveau de risque de l'opération. Pour peut-être, si on reprend l'exemple de la faible temps d'exposition, peut-être un appel téléphonique à la tour de contrôle, ça peut suffire. Quand on fait des vols de longue élongation, peut-être qui n'interrompt pas nécessairement les évolutions des autres de l'aviation grandeur, et ben on demandera des procédures avec le contrôleur aérien un petit peu plus évoluées. Et enfin, l'exploitant a prévu dans son annexe des procédures qui traitent d'un trafic convergent vers le drone dans tous les cas. Donc, un pilote qui n'aurait pas lu les NOTAM, qui s'approcherait de l'aérodrome et qui n'aurait pas connaissance du vol de drone. Ces différents éléments ont permis à l'exploitant de réduire son niveau de risque R d'un arc D à un arc B. Merci Mélanie. Et maintenant, nous allons parler donc de l'étape 6, qui est l'atténuation tactique du risque R. Donc la partie tactique, c'est la partie qui est réalisée en vol. Ça n'est pas en soi une réduction de l'arc, mais ce sont des exigences supplémentaires qui résultent en fait du niveau du risque R. Et cette atténuation tactique, elle est obligatoire dès lors que l'arc est différent de l'arc A. Alors,
Typiquement, un arc A, c'est un niveau d'opération où on considère que la probabilité de rencontrer un autre aéronef est proche de 0. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en espace atypique, on va voler à moins de 30 mètres, on va voler dans un espace réservé, donc on n'est pas censé avoir d'autres aéronefs. À partir du moment où il y a d'autres aéronefs, on a besoin d'assurer la séparation par rapport aux autres aéronefs, c'est-à-dire d'être capable de les repérer avec une certaine efficacité qui va dépendre de la densité de trafic et donc du niveau de risque R considéré. Donc, une des manières de le faire, notamment, c'est de mettre en place des observateurs visuels de l'espace aérien. Ceux-là ne sont pas forcément en vue du drone, mais ils doivent être en mesure de surveiller tout l'espace environnant dans lequel le drone va évoluer. On appelle cela parfois de l'extended velos, c'est-à-dire du vol à vue étendu. Et ça, c'est compatible en fait avec tous les niveaux d'ARC. Bien entendu, si un observateur visuel de l'espace aérien signale au télépilote la présence ou l'arrivée d'un aéronef habité, des procédures d'évitement doivent être définies et incluses dans le MANEX pour que le télépilote puisse assurer sa séparation par rapport à l'aéronef qui vient dans sa zone de vol. Pour les vols hors vue et hors espace atypique, là on rentre dans des niveaux plus complexes en fait d'atténuation tactique du risque avec le déploiement d'équipements de detect and avoid ou de sense and avoid. Et dans ces cas-là, il y a des exigences, il y a dans la SORA des exigences de performance qui vont indiquer la proportion d'aéronefs coopératifs à obtenir pour être capable de voler. Donc typiquement sur un arc B, on doit être en mesure de prouver que 50% des aéronefs sont équipés des moyens coopératifs qu'on appelle aussi des moyens de conspicuity ou de perceptibilité électronique. Et ces proportions montent drastiquement avec l'arc C, l'arc D, avec du 90%, voire presque 100%. Donc ça fait vraiment partie de cette difficulté que d'arriver à montrer que les autres aéronefs sont équipés de moyens de perceptibilité électronique. Tout ceci est encore à l'étude au niveau à la fois national au sein du Conseil pour les drones civils et au niveau européen, et on peut espérer dans les prochains mois commencer à obtenir des moyens, des modes de démonstration qui permettent à minima de couvrir le cas arc B, vol à très faible hauteur à moins de 120 mètres. Mélanie ? Dans le cadre de notre exemple, donc on est resté sur un arc final à B, ce qui fait que même si le risque a été réduit, il y a toujours un risque faible de rencontrer d'autres aéronefs. Pour ce faire, donc voici une liste exhaustive des mesures que l'exploitant a mis en place. Tout d'abord, donc, de par la compétition, un directeur des vols était présent sur place. Ce directeur des vols, c'est une personne qui va être en charge de réguler en fait les vols, l'ensemble même des vols de la plateforme, que ce soit les aéronefs de la compétition, les aéronefs extérieurs, mais aussi les aéronefs basés et surtout, dans notre cas, les vols du drone. Donc, l'avantage de ce directeur des vols, c'est que c'est lui qui gère l'ensemble du trafic, et donc tout vol est soumis à son autorisation. Il y a des procédures qui sont clairement définies en amont. Donc, deux choses, le vol de drone sera autorisé seulement s'il n'est pas conflictuel avec un autre vol, et deuxièmement, le trafic normal de la plateforme est totalement interrompu. Ensuite, l'exploitant met en place une double veille, que ce soit, donc il y a une veille radio, à la fois sur la fréquence du terrain et sur la fréquence de la CTR.
et une veille visuelle, donc bon, à la fois côté DV, côté directeur des vols, pardon, parce que c'est lui qui coordonne l'ensemble des vols, mais aussi veille visuelle du télépilote et des observateurs qui l'assistent. Ensuite, étant donné que le drone est équipé d'une caméra, l'exploitant a fait le choix d'orienter cette caméra vers le terrain afin de pouvoir détecter d'éventuels trafics convergents sur la radiocommande et donc de pouvoir éventuellement déclencher des procédures d'évitement décrites dans le manuel d'opération. Enfin, l'exploitant met en avant le fait que son drone est équipé d'ADS-B. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui met en avant dans les mesures tactiques, mais je vais vous lire ce qui a été ajouté à la suite de cet argument. Cependant, ce dispositif n'est pas très répandu en aviation générale. Au regard des utilisateurs de la plateforme, si les planeurs sont souvent équipés de ce dispositif, il est peu répandu parmi les ULM et les avions monomoteurs à piston. Ainsi, cet équipement améliore éventuellement la sécurité, mais la probabilité d'avoir un aéronef habité équipé de ce dispositif dans les environs est très faible. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un argument, mais les quelques lignes que je viens de vous dire montrent que l'exploitant a tout à fait connaissance de la réelle plus-value en termes de sécurité des arguments qu'il annonce. Donc, in fine, au niveau des arguments risque-R, on se retrouve avec une véritable gradation des arguments et on se rend compte que l'exploitant a prévu toutes les possibilités et que son argumentaire est mesuré. Et donc, avec ces arguments, on a jugé acceptable la réponse aux exigences d'atténuation du risque R au niveau tactique. Au niveau donc une fois qu'on a déterminé le risque sol et le risque R, on peut maintenant aboutir sur le numéro de SAIL, c'est-à-dire le Specific Assurance and Integrity Level, qui caractérise en fait le niveau de risque global de l'opération. Donc, un petit peu comme le risque sol, c'est un tableau à double entrée où on a donc au niveau des lignes le GRC final et au niveau des colonnes l'arc résiduel, c'est-à-dire le risque R après réduction du risque. Et donc, pour notre exemple, pour le GRC, avec les mitigations, on se retrouvait avec un GRC final de 2 et on avait un arc résiduel à B. On se retrouve dans ce cas-là donc sur un CIL2. Oui, Mélanie, merci. Nous allons donc parler maintenant de l'étape 8 qui correspond aux objectifs opérationnels de sécurité, appelés également OSO. Il y a dans la SORA 24 objectifs de sécurité qui sont identiques pour tous les niveaux de SAIL et des niveaux de robustesse que l'on a déjà vu tout à l'heure et que Romain nous a déjà présenté, qui vont correspondre au niveau de SAIL considéré. Donc le niveau haut va être considéré comme optionnel, c'est-à-dire on peut ne pas le mettre en œuvre, mais c'est le choix de l'exploitant de le mettre en œuvre. Le niveau low ou bas, le niveau médium ou moyen ou le niveau high. Et comme vous le voyez sur la grille, en fonction du niveau de SAIL, eh bien on va plus le SAIL va augmenter, plus on va avoir d'exigences qui vont être basculées du niveau low vers le niveau médium ou high avec des niveaux de robustesse beaucoup plus avancés. Les OSO sont décrits. Les OSO sont décrits dans l'annexe E de la SORA. On ne va évidemment pas les balayer dans le détail dans cette présentation. Pour chaque OSO, on va avoir, comme on l'a présenté tout à l'heure, un niveau d'intégrité et un niveau d'assurance. Donc, niveau d'intégrité qui va indiquer l'efficacité de l'OSO et le niveau d'assurance qui est dire la manière dont on s'assure que l'OSO remplit le niveau d'intégrité qui est spécifié. Alors, de manière générale, les OSO vont porter sur un certain nombre de sujets. Le premier, ça va être la définition et la validation des procédures opérationnelles. Un autre sujet sera la formation des télépilotes
mais également du personnel, parce que dans certaines situations, on peut avoir du personnel qui participe à l'opération ou qui participe à la préparation de l'opération. Cette formation, elle doit couvrir les situations normales et les situations anormales, les situations urgentes. On aurait pu dire la même chose des procédures. On va également avoir des procédures normales, anormales, situations anormales et procédures aux situations d'urgence. On va également décrire la maintenance du système, l'environnement, etc., etc. Un petit focus sur les exigences d'ordre technique, donc qui portent sur la navigabilité du drone. Depuis l'entrée en application du règlement européen, l'AESA est devenue autorité compétente sur tous les aspects relatifs à la navigabilité des drones dans le domaine civil. Et donc, en particulier, ça va concerner les OSO dits techniques, ceux qui vont porter sur le drone lui-même. On les a listés ici, mais ça va également porter sur certains éléments du M1, s'il y a des aspects techniques dans le M2, dans le M1. Dans le M2, comme Romain l'a présenté tout à l'heure, il y a évidemment des aspects techniques liés au parachute, au déclenchement de la coupure, etc. On va avoir les aspects relatifs au confinement renforcé que l'AESA va valider et que on va présenter après dans l'étape 9 de la SORA. Et également, bien, on va avoir tous les aspects relatifs à la navigabilité des drones lorsque le niveau de sail va augmenter. Alors, lorsque le niveau de sail est au niveau 1 ou 2, il y a peu d'exigences de navigabilité. On va retrouver évidemment ce qui peut porter sur le M2, ce qui peut porter sur l'étape 9, donc le confinement, et des questions relatives au lien C2. Dès lors qu'on est dans du CL3, c'est là qu'on doit avoir des drones qui commencent à être conçus spécialement pour ne pas tomber, pour avoir une faible probabilité de chute. Et donc dans ces cas-là, on va recommander vivement une vérification de conception par l'AESA, donc ce qu'on appelle un Design Verification Report, où vous pouvez également appliquer un Means of Compliance, un moyen de conformité qui a été publié par l'AESA, qui s'appelle le Flight Test Based, qui est une démonstration par le crédit de service. Si vous montrez que votre aéronef a volé 3000 heures ou un équivalent 3000 heures sans avoir eu de défaillance majeure, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour justifier d'un CL3. Toutes ces choses-là, enfin, la vérification de conception par l'AESA, c'est une démarche du constructeur qui est à faire, ou de l'exploitant éventuellement, mais qui est à faire directement avec le ASA. C'est sans implication de la DSAC. Une fois que vous avez obtenu le Design Verification Report, ça peut appuyer votre demande ou la demande d'un exploitant pour une opération en CL3. En CL4, on commence à atteindre des niveaux de robustesse qui sont élevés. Donc là, la vérification de conception par l'AESA est obligatoire. Et en CL5 et 6, on est même sur des certificats de type restreints, comme on peut en avoir en aviation habitée. Donc, concernant notre exemple, en ce qui concerne les OSO, c'était donc un document annexe à la SORA, puisque l'exploitant s'est basé sur la matrice de conformité que la DSAC a produit pour les OSO de Sail 1 et 2. Où en fait sur les colonnes de gauche, on a l'OSO considéré, le titre de l'OSO et les différents critères associés avec leur niveau, avec les éventuels commentaires. Et sur la partie droite, un champ remplissable par l'exploitant. Le but étant, comme c'est montré ici, pour chaque OSO, soit de faire référence le document, au paragraphe surtout, ou à la page du document qui adresse, là, admettons, le critère, le premier critère pour l'OSO 23. Alors, parfois, les OSO ne demandent pas des justifications qui peuvent être trouvées dans la documentation. Des fois, les OSO demandent simplement une déclaration. Dans ces cas-là, il faut, dans ce canevas, déclarer être conforme. Donc, je déclare être conforme à ce critère, par exemple, c'est une phrase qu'on retrouve souvent.
Dans tous les cas, il ne faut pas laisser de case vide dans ce canevas. On ne peut pas laisser en non applicable ou non traité. Si jamais effectivement la case n'est pas applicable à l'opération que vous envisagez, justifiez plutôt pourquoi ce critère ne vous est pas applicable et dans quelle mesure vous pouvez vous affranchir d'un critère de l'OSO. Alors, normalement, il n'y a pas beaucoup d'OSO qui sont dans ce cas-là. Normalement, on renseigne principalement des renvois aux procédures, à la formation des télépilotes, ce genre de choses. Non, je vais vous parler de l'étape 9 sur les espaces adjacents. Donc l'étape 9, son objectif, c'est de prendre en compte le risque d'échapper du drone en fonction des espaces adjacents. Alors c'est une étape qui est souvent négligée ou pas très bien comprise par les exploitants, mais elle est importante parce que le risque de flyaway existe vraiment, c'est pas une légende. Si vous avez lu le dernier bulletin Alpha Tango, par exemple, vous avez pu voir que plusieurs cas nous ont été rapportés. Donc le principe de l'étape 9, par exemple, si vous opérez un petit drone à 20 pieds au-dessus d'un champ, vous serez très probablement en sail 1, avec un niveau de sail 1, et donc vous n'aurez aucune exigence sur la fiabilité de votre drone, et on peut imaginer que votre drone puisse sortir de la zone d'opération toutes les 2 heures de vol. Et si votre champ est juste à côté des pistes de Roissy, ça peut être problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les espaces adjacents, indépendamment du niveau de sail. Donc actuellement, les espaces adjacents ne sont pas très clairement définis par la réglementation, mais le consensus qui se dégage, c'est qu'il faut prendre en compte à peu près 3 minutes de vol à la vitesse maximale du drone. La SORA 2.5 devrait définir plus précisément les espaces adjacents et notamment revoir aussi peut-être les niveaux de confinement. Et donc à l'heure actuelle, on a 2 niveaux de confinement. Donc, le premier, c'est le confinement standard qui s'applique à toutes les opérations qui ne relèvent pas du confinement renforcé. Donc, je vous expliquerai après dans quel cas on se retrouve en confinement renforcé. Pardon. Donc, pour le confinement standard, il y a une seule exigence, c'est qu'aucune panne probable du drone ne doit conduire à une sortie de la zone d'opération. Donc, pour répondre à cette exigence, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit justifier la fiabilité du drone, donc en faisant une sorte d'analyse de sécurité. Par exemple, vous pouvez faire un arbre de défaillance et en face de chaque défaillance, expliquer quelles fonctions de sécurité ou quelles procédures permettent de ne pas sortir de la zone d'opération. Cette méthode peut être un peu compliquée pour un drone dont on ne maîtrise pas la conception, un drone acheté sur étagère dans le commerce. Et dans ce cas-là, la solution la plus simple, c'est d'installer un système de coupure moteur indépendant. Donc avec un FTS indépendant, on considère à peu près automatiquement que l'exigence du confinement standard est remplie. Donc ensuite, le deuxième niveau, c'est le confinement renforcé. On se retrouve en confinement renforcé dans 3 cas. Donc si dans les zones à proximité, dans les zones adjacentes, on a un rassemblement de personnes, ou si les espaces aériens sont classés en arc D. Le 3e cas, c'est si les zones adjacentes sont en zone peuplée, à condition qu'on ait appliqué un moyen d'atténuation M1 ou qu'on soit en zone contrôlée au sol. Donc pour le confinement renforcé, il y a un peu plus d'exigences. Donc la première exigence, c'est l'absence de panne unique qui puisse conduire à une sortie de la zone d'opération. Ensuite, la probabilité de sortie de la zone d'opération doit être inférieure à 10-4 par heure de vol. Et enfin, il faut utiliser des standards ou des méthodologies reconnues pour le développement des logiciels ou du hardware qui pourraient conduire directement à une sortie de la zone d'opération. Donc, ensuite, je vais vous parler du MOC 2511. Alors, c'est un document qui a été publié par le HASA il y a à peu près 6 mois. C'est un moyen de conformité aux Special Conditions Like US 2511.
Donc ça permet pas, enfin c'est pas un moyen de conformité direct au confinement renforcé, parce que ça offre pas nécessairement le niveau de performance attendu, mais le HASA laisse à l'appréciation de l'autorité de voir si c'est suffisant pour l'opération considérée. Alors en pratique, jusqu'à présent, on a toujours accepté la conformité à ce MOC 2511 comme justification du niveau de confinement renforcé. On pourrait imaginer que pour certaines opérations, certains cas extrêmes, ce ne soit pas suffisant. Par exemple, pour une opération juste à côté des pistes de Roissy, on pourrait peut-être se poser la question. Donc ce MOC 2511 est applicable que pour les opérations jusqu'à un niveau CL2. Et il y a quatre grandes exigences. Donc là, la première, c'est l'indépendance du système de coupure moteur. Il faut une indépendance par rapport au contrôleur de vol. Il faut une télécommande indépendante et une fréquence indépendante du lien C2 si l'activation est manuelle. Ou il faut une information de position indépendante si l'activation est automatique. Ensuite, il y a des tests qui sont exigés, donc un certain nombre de tests sur banc, des tests d'intégration sur le drone, des essais en vol pour les drones de plus de 900 grammes, et des tests d'endurance pour déterminer la durée de vie du système. Donc ensuite, il faut également déterminer des limitations d'utilisation et des instructions de maintenance pour le système, ainsi qu'un système d'enregistrement des activations. Et enfin, ce MOC 2511 donne des instructions pour déterminer le buffer, le ground risk buffer, donc la zone tampon. Donc vous avez plusieurs possibilités, donc soit par des calculs théoriques, soit par des tests, soit à partir de tests en réel. Et donc pour faciliter et accélérer l'étude de votre dossier de notre côté, l'idéal c'est de fournir une matrice de conformité qui reprenne chaque exigence du MOC 2511 avec en face la justification. Donc un dernier point, donc si l'exploitant est le constructeur du drone, c'est assez logique que ce soit lui qui fournisse le dossier. Par contre, si l'exploitant a acheté son drone auprès d'un constructeur, c'est plus naturel que ce soit le constructeur qui fournisse le dossier de conformité au MOC 2511. Et dans ce cas, il faudra que l'exploitant veille bien à s'approprier la documentation, notamment sur les limitations et les instructions de maintenance et la définition du buffer. Je laisse la parole à Mélanie pour l'exemple fil rouge. Alors dans le cadre de notre opération, l'exploitant, en cours de la STEP 9, a fait donc une analyse rapide de l'espace environnant et a conclu qu'il n'y avait pas de zone de trafic dense au niveau trafic dense au sens espace aérien, pas de rassemblement de personnes et pas de zone urbaine. Et à ce titre, il revendique donc un scénario standard, un confinement standard, excusez-moi. Étant donné que l'aéronef utilisé dans ce cas-là était un multirotor sans vérification de conception, il est donc difficile de conclure qu'il est peu probable qu'il sorte de sa zone d'opération. Et l'exploitant n'était donc pas en mesure de faire une analyse des cas de panne. Mais par contre, il avait un système de coupure moteur indépendant et c'est ce système de coupure qu'il a mis en avant pour sa justification, tout en faisant référence à ces procédures, parce que donc, on vérifie dans le cadre de la STEP 9 à la fois l'indépendance du système de coupure et sa présence, mais on vérifie aussi que les procédures en situation d'urgence prévoient bien le déclenchement de ce système. Donc ce qu'il faut retenir ici dans l'étape 9, c'est qu'il est important de mentionner à la fois le niveau de confinement revendiqué et pourquoi, et les moyens mis en place pour se conformer à cette exigence de confinement. Dans la plupart des cas, on a l'un ou l'autre, mais pas les deux, en tout cas pas sur le premier jet de dossier. Merci Mélanie. La
La dernière étape de la SORA, c'est ce que l'on appelle le portefeuille complet des risques. C'est en réalité plutôt une revue par l'exploitant, même si effectivement elle est adressée par l'autorité, qui vise avant tout à l'exploitant de vérifier que les mesures d'atténuation correspondent effectivement aux objectifs, à la réalité opérationnelle du terrain et en particulier au moment de l'opération. Typiquement, si l'exploitant a prévu de publier un NOTAM, c'est à cette étape-là qu'il vérifie effectivement que le NOTAM a bien été publié. C'est aussi lors de cette étape que l'on applique des dispositions éventuelles de la réglementation nationale. Alors en France, c'est des dispositions, par exemple, comme celle de l'arrêté espace, dérogation vol de nuit, dérogation hauteur, etc., ou l'application de l'arrêté manifestation aérienne. Mais un exploitant qui voudra aller voler dans un autre pays devra également intégrer les contraintes locales pour des raisons de sûreté, d'environnement, etc., de son état d'opération. Et c'est également dans cette étape que l'on prend en compte certains risques spécifiques qui ne sont pas directement traités dans la SORA. Le fait qu'ils ne soient pas traités dans la SORA ne veut pas dire qu'il ne faut pas les adresser. Ça veut juste dire que la SORA ne couvre pas ces risques-là, mais néanmoins, on est sur une évaluation des risques qui doit être complète. Et donc, s'il y a des risques pour la sûreté, des risques pour la vie privée, pour l'environnement, ou que l'on souhaite transporter des marchandises dangereuses en dehors des cas d'application de la catégorie certifiée, eh bien, c'est bien dans cette étape 10 que l'on fera le bilan des risques supplémentaires qu'on pourrait avoir et qu'on proposera les mesures d'atténuation qui correspondent à ces risques-là. Pour revenir à notre exemple, donc une fois la step 9 analysée, il n'y avait pas de risque particulier adressé dans la step 10, mais en tout cas un résumé de l'analyse qui avait été faite dans les étapes précédentes. On a donc pu procéder donc, à la délivrance de l'autorisation. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, on a dans les deux premières parties des renseignements à la fois sur l'autorité de délivrance et sur l'exploitant. C'est là notamment que votre numéro d'exploitant d'UAS est indiqué. Ensuite, on a un volet plutôt opérationnel qui fait un résumé des principaux arguments mis en avant dans la SORA. On voit par exemple dans les lieux autorisés, on rappelle la zone faiblement peuplée qu'on a vue dans le risque sol. Voilà, type d'opération, BIVILOS, c'est coché ici aussi. En bas, on a une indication donc, sur les mesures d'atténuation stratégique. Ça correspond en fait aux mesures M1 qui ont été mises en place. En deuxième page, on poursuit l'analyse avec donc voilà, s'il y a un ERP, si oui, à quel niveau. Et après, un résumé de l'analyse risque R, que ce soit le niveau d'arc dans la zone de vol, dans les espaces adjacents, et aussi les principales mesures d'atténuation qui ont été mises en place. Enfin, le niveau de confinement et les compétences des télépilotes. Là, c'est pour la partie résumée de la SORA. Et on a, en fin de deuxième page, un petit résumé des événements principaux que l'on veut se voir notifier. Et d'autres informations en termes d'assurance et de dossier de conformité. Après le volet opération, on a un deuxième volet sur les caractéristiques du drone. Donc, qui appelle le drone utilisé, son numéro d'enregistrement sur Alpha Tango, les fonctions de sécurité principales dont il est équipé, et enfin le numéro et la validité de l'autorisation signée par la direction de programme drone. D'autre part, étant donné qu'il y avait une demande de dérogation, on a transmis un avis technique positif à la préfecture qui avait reçu la demande. L'analyse de la hauteur de survol et donc de la dérogation aux hauteurs minimales de survol a été intégrée au reste de l'analyse SORA. Donc si on produit l'autorisation, on produit un avis technique positif aussi. Voilà, donc peut-être pour conclure cette présentation,
Donc, on a fait un rapide aperçu en fait de l'ensemble des étapes de la SORA et de la demande d'autorisation d'exploitation. Évidemment, ça ne remplace pas ni la lecture du guide de mise en œuvre de la SORA qui est publié sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc, vous pouvez y accéder via ce QR code ou via le lien. Ça ne remplace pas non plus la lecture et l'application de la SORA elle-même qui contient, comme vous l'avez vu, un grand nombre d'informations, des annexes. À nouveau, on le redit, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la mise en œuvre, enfin dans la rédaction de SORA et de dossiers de demande d'autorisation d'exploitation. On travaille également couramment avec les fédérations professionnelles que sont la FPDC, l'UNEPAT, la PADAT pour la partie épandage, l'ADIF pour la partie constructeur. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces fédérations-là pour obtenir des informations, rentrer en contact avec eux. Ils pourront vous orienter vers des sociétés ou des personnes qui seront capables de vous aider sur ces sujets si vous souhaitez mettre en œuvre la SORA et demander une autorisation d'exploitation.